Une mère aimante enlevée et assassinée. Bots. Et si l'énergie toxique devenait visible pour que nous puissions la voir, la ressentir, l'affronter? Dans ces derniers instants, elle a peut-être sauvé la vie de ses enfants face à son agresseur, un meurtrier, autrefois salué comme un héros. L'enfant a bien identifié le suspect comme étant Troy Savitz et elle dit qu'il est adjoint du shérif de Pinellas. L'objet que les adjoints disent être au centre d'un cauchemar d'enlèvement qui a tourné au drame. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Si vous cherchez le nom Mandy Fackler en ligne en ce moment, vous verrez publication après publication sur les réseaux sociaux de personnes qui ont du mal à comprendre sa mort. Les gens disent qu'elle était une excellente mère, une excellente amie, quelqu'un qui était là pour tout le monde. Et les adjoints disent qu'elle a eu l'instinct maternel de protéger ses enfants dans ses derniers instants. Et ses enfants sont aussi des héros dans cette histoire. La jalousie, c'est stupide. C'est littéralement détester quelqu'un parce qu'il a quelque chose que tu veux. Voici une vidéo que nous avons trouvée de Mandy sur ses réseaux sociaux. Elle aimait partager des conseils de vie et des vidéos comme celle-ci. Mandy vivait dans le comté de Pasco, en Floride, une magnifique région de l'État sur la côte du Golfe. Et voici sa photo avec ses filles. Elle adorait ses enfants. C'était une mère dont toute la vie semblait tourner autour de ses filles. La voici avec l'une de ses filles en train de se préparer, apparemment, pour une compétition de danse. Puis, dans une autre vidéo, elle s'amuse beaucoup dans le jardin. Ses filles ont maintenant 9 et 12 ans. Et ce qu'elles ont vécu lundi soir est difficile à exprimer avec des mots. Ce qu'elles ont dû faire alors que la vie de leur mère était en danger est quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à faire. Avant d'en arriver là, je dois parler de l'homme qui a ôté la vie à Mandy. C'est quelqu'un qui portait l'uniforme d'un protecteur, mais au final, il n'était rien de tout cela. Il s'agit de Troy Savitz, un agent du bureau du shérif du comté de Pinellas, comptant 14 ans de service. Sa relation avec Mandy était terminée. Nous avons trouvé quelques photos qui le montrent avec la famille de Mandy. Il semble qu'elle ne publiait pas beaucoup à son sujet, cependant. Vous pouvez le voir ici, de l'autre côté de l'allée sur cette photo, alors qu'ils sont tous dans un avion. Maintenant, nous ne savons pas grand-chose sur la vie de Savitz ces dernières années. Nous savons qu'il était toujours en service actif dans le comté de Pinellas, et il semble aussi qu'il ait été salué comme un héros pour ce qu'il a fait il y a plus de 10 ans. Nous avons recherché le nom de Savitz sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de Pinellas, et plusieurs publications le mettaient en avant dans le cadre de son travail. Le voici en train de maîtriser un alligator. Et en 2015, il a été honoré pour avoir sauvé la vie d'un homme de 24 ans qui, selon les adjoints, avait tenté de sauter d'un pont. Il a été honoré lors de ce banquet. Le voici dans un reportage sur l'incident qui a été publié sur YouTube par la chaîne locale ION TV. Moi-même et plusieurs autres adjoints avons répondu à l'appel dans la zone. Et à ce moment-là, nous avons observé les individus debout sur la rambarde. Pour cet acte d'héroïsme, il a même eu l'honneur de lancer la première balle lors d'un match de baseball des Tampa Bay Rays. Voici des photos que le PCSO a publiées sur Facebook. Et ils ont écrit, je cite, « Nous sommes fiers de l'adjoint du shérif Savitz. Merci d'être un serviteur public exemplaire. » Et pourtant, plus d'une décennie plus tard, ce même adjoint, salué comme un héros pour avoir protégé sa communauté, est devenu un meurtrier que des personnes de son propre milieu ont tenté d'arrêter. Les adjoints disent que lundi soir, vers 17h30, Mandy et ses 2 filles rentraient chez elles après une journée à la plage. Et quand elles sont arrivées, l'adjoint du shérif, Troy Savitz, les attendait. Elle voit l'ex-petit ami de la victime qui a été identifié comme Troy Savitz. Ils se tenaient dans leur jardin à Hudson. Troy Savitz et la victime commencent à se disputer. Apparemment, Troy veut récupérer sa télévision. Il y a aussi un autre différend concernant certaines de ses affaires. La victime se tourne alors vers ses enfants. Eh bien, en fait, elle essaye d'abord d'appeler le 911. À un moment donné, Troy lui arrache le téléphone des mains, donc elle ne peut pas appeler le 911. La victime dit alors à ses enfants de rentrer à l'intérieur pour appeler le 911. Ce qu'ils font, c'est le shérif du comté de Pasco qui informe les médias après la fin de cette terrible situation, selon Fox 13 Tampa Bay. L'enfant a appelé le 911 et a travaillé avec le répartiteur. Et je dois dire, quand vous écoutez cet appel, et je vais en parler un peu plus loin, mais le répartiteur et l'enfant ont fait un travail phénoménal. L'enfant fait preuve d'un courage absolument exceptionnel parce qu'elle a fait ce qu'elle a dit et les informations qu'elle a données. Pendant ce temps, l'enfant a identifié le suspect comme étant Troy Savitz. Et elle dit qu'il est adjoint du shérif de Pinellas. Les adjoints du shérif du comté de Pasco arrivent sur les lieux. Nous avons sécurisé une maison. À ce moment-là, nous ne savons pas où se trouve la victime ou le suspect, mais nous avons sécurisé une maison et mis les 2 enfants en sécurité. Le shérif dit que Savitz a enlevé Mandy.
l'a mise dans une voiture de location et s'est enfuie à toute vitesse. Les forces de l'ordre de plusieurs comtés ont commencé à chercher dans l'espoir de retrouver Mandy avant qu'il ne soit trop tard. Et malheureusement, vers 7 heures ce soir-là, voici ce qu'ils ont trouvé. Un signal revient dans une zone de Platinum Drive, où l'un de nos adjoints aperçoit le véhicule. Il voit le véhicule, et à ce moment-là, nous faisons voler un drone. Nous sommes capables d'identifier qu'il y avait 2 corps dans la voiture. Nos équipes s'approchent prudemment car nous ne sommes pas sûrs. Nous savons que le suspect est armé, mais nous ne savons pas exactement s'il est encore en vie ou non. Mais ensuite, nous constatons que lui et la victime sont décédés. Il est alors environ 7 heures du soir. On apprendra plus tard indiquant qu'il y avait une personne qui l'avait vu, le suspect, descendre la vue en voiture. Ils se sont même fait un signe de pouce levé à un moment donné. Et c'est peu de temps après cela que le suspect s'est donné la mort. Nous ne savons pas quand ni à quel moment ce suspect a tué la victime. Voici maintenant ce que le patron de Savitz, le shérif du comté de Pinellas, a déclaré lors de cette conférence de presse au sujet de ce qui était potentiellement au centre de cette confrontation mortelle. Et la dispute, vous savez, je veux dire, c'est tellement stupide. Et d'après ce que nous savons de nos équipes, ils ont eu cette relation tumultueuse, avec des hauts et des bas. Mais il est là parce qu'il voulait récupérer sa télévision. C'est une dispute à propos d'une télévision. Évidemment, c'est plus profond que ça. Mais pour que cela le pousse à décider de prendre son arme, l'enlever, lui tirer dessus et la tuer, et faire vivre ça à ses enfants à cause de problèmes de couple. Et l'élément déclencheur, c'était une télévision. C'est juste horrible. Les forces de l'ordre disent que les 2 filles de Mandy sont maintenant avec leur père biologique. Il ne semble pas que Savitz essayait de faire du mal aux enfants, selon les forces de l'ordre. Mais il ne fait aucun doute qu'il les a mis en danger. Un moment fort de cette conférence de presse a été ce message que le shérif du comté de Pasco a adressé à ses 2 filles qui vont maintenant grandir sans leur mère. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Une mère qui les aimait tellement. Il viendra un moment dans votre vie où vous allez revenir sur tout cela, réécouter toutes les vidéos, relire tous les rapports et repenser à tout ce qui s'est passé. Alors, s'il vous plaît, écoutez ceci directement de notre part. Nous avons écouté cet enregistrement du 911 et nous savons que votre mère a dit d'aller à l'intérieur pour sauver vos vies et d'appeler le 911. Vous avez fait exactement ce que votre maman vous a demandé de faire. Alors, sachez ceci. Votre maman vous regarde depuis le ciel et elle est tellement fière de vous deux. Parce qu'elle a fait exactement ce que n'importe quel parent aurait voulu que ses enfants fassent. Et c'est de sauver leur propre vie et d'être en sécurité. Alors sachez que vous deux avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait exactement ce que votre mère voulait que vous fassiez. Et elle est tellement fière de vous pour ce que vous avez fait. Quand j'ai entendu cet enregistrement et que le shérif l'a entendu, nous avons tous été impressionnés par votre courage à tous les deux. Nous étions impressionnés par, vous savez, le calme dont vous avez fait preuve et les informations que vous avez pu nous fournir pour que nous puissions arriver aussi vite que possible. Nous sommes donc très fiers de toi et je sais que ta mère l'est aussi. Mais sache que toute cette communauté prie pour toi. Nos bras t'entourent et nous allons faire tout ce que nous pouvons parce que tu sais, nous savons que tu vas retourner à l'école et nous allons nous assurer que les ressources seront là pour toi. Maintenant, avant de faire intervenir la Dr Debbie Goodman, je veux partager ceci. Quelques ressources très importantes dont nous voulons toujours nous assurer que vous soyez au courant. Tout d'abord, le numéro de crise à appeler est le
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est en crise, appelez ce numéro. Il y a du personnel 24 heures sur 24. Et aussi, voici la ligne d'assistance pour la violence domestique au 1-800-799-7233. Vous pouvez appeler ce numéro ou aller sur thehotline.org. Vous pouvez rester anonyme. Et encore une fois, il y a du personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Nous rejoint maintenant pour analyser cette affaire la docteure Debbie Goodman, criminologue. Docteur Debbie, c'est toujours un plaisir de t'avoir ici sur Law & Crime. Tu sais, j'ai l'impression que récemment, nous avons vu tellement de ces affaires. Tu sais, les gens se souviennent de la famille dans le Michigan. Je crois que c'était la semaine dernière ou celle d'avant. Un mari qui a tué ses 6 enfants et sa femme, puis s'est suicidé. Tu sais, dans cette affaire, tu as ce shérif adjoint qui, selon les forces de l'ordre, était dans une relation tumultueuse avec Mandy. Mais tu sais, au bout du compte, il agit vraiment comme eux. J'arrête pas de penser, comment un policier peut-il faire quelque chose comme ça? Tu sais, surtout quelqu'un avec 14 ans de service. Franchement, il faut être un monstre pour faire ça devant des enfants. Emmène-nous dans l'esprit des personnes dans ce genre de cas. Elles n'ont peut-être pas de casier judiciaire. Tu sais, dans son cas, le shérif adjoint Savitz, tu sais, était, selon les forces de l'ordre, un membre exemplaire des forces de l'ordre. Et puis, soudainement, il fait ça. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa vie, mais, tu sais, emmène-nous dans l'esprit des personnes qui, dans ces moments-là, font ce genre de choses. Certainement. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec toi, Chris. Et quel cas horrible et épouvantable nous avons ici. Et puis-je présenter mes condoléances aux familles, car des deux côtés, tu sais, il y a des défunts. Et quand on parle de santé mentale, on comprend à quel point cela a des répercussions étendues. Mais tu as tout à fait raison quand on regarde la situation ici du shérif adjoint Savitz et de quelqu'un dont la vie est vraiment, axée sur le service public. C'est ce que font les agents locaux, d'État et fédéraux. Ils aident les autres, surtout en période de traumatisme. Et pourtant, regarde l'ironie du traumatisme qu'il a lui-même dû traverser pour prendre cette décision horrible et fatale. Donc, je sais que quand on parle de tueurs, on pense à des individus comme Koberger ou Wabin et à toute la dévastation et le désespoir. Mais pourtant, Chris, nous devons comprendre et reconnaître que même parmi les voisins, même ceux qui sont des professionnels, nous ne savons tout simplement pas quel fardeau ils portent, à quel point leur santé mentale est-elle fragile. Et vous savez, j'ai une théorie que j'ai créée en tant que criminologue, la théorie du bocal. Et je me demande si cela pourrait, vous savez, être pertinent dans cette affaire. La jalousie, la colère, la vengeance. Il y a certainement un certain niveau de colère, évidemment, profondément enraciné. Il s'est vengé de sa victime, mais y avait-il un élément de jalousie? Vous savez, il y aura plus d'informations, bien sûr, mais c'est absolument horrible. La victimologie aussi, d'ailleurs, est très étendue, parce qu'il ne s'agit pas seulement des victimes décédées. Comme, vous savez, ils ont perdu la vie. Et c'est tellement triste pour les petits garçons qui vont maintenant devoir grandir, ainsi que pour les autres enfants. Et puis, il y a aussi les autres agents locaux, d'État et fédéraux, les communautés. Donc, il y a vraiment beaucoup à analyser ici. C'est vrai. Et je pense au moment où tout cela s'est produit lundi soir, et la police dit que Mandy revenait avec ses filles à la maison. Elles étaient à la plage et il y avait Troy. Et cette relation était terminée. Apparemment, ils vivaient peut-être encore ensemble dans une certaine mesure. Ils voulaient récupérer sa télévision. Et je sais que ce n'est pas seulement une question de télévision, mais vous savez, dans ces moments qui dégénèrent ensuite en quelque chose d'aussi horrible que ce dont nous parlons, comme ce n'était pas seulement la télévision, mais la télévision avait quelque chose à voir avec ça. Comme ces moments-là. Quel est selon vous le sens plus profond de tout cela? Eh bien, je pense que le sens plus profond, c'est que la santé mentale chez certaines personnes est tellement profondément ancrée. Et je pense que la télévision n'a été que le point de bascule. Mais Dieu merci, en tant que mère et en tant que protectrice, elle a su protéger ses filles et s'assurer qu'elles rentrent à la maison pour leur sécurité, pour survivre et, au final, pour sauver leur vie. Mais je pense que lorsque des personnes prennent une décision, vous savez, voilà la partie que nous ne connaissons pas. Avaient-ils pensé à cela parce que leur relation était si tumultueuse ou était-ce vraiment juste une réaction impulsive à cause de la dispute au sujet de la télévision? Ou est-ce qu'il est vraiment venu là avec, vous savez, une intention plus profonde, plus sombre, qui s'est finalement transformée
en enlèvement et en meurtre. Et les taux de suicide, comme tu le sais, Chris, on a constaté une augmentation. Nous avons également constaté ces augmentations selon le CDC, les Centres de contrôle et de prévention des maladies, et l'OMS, ainsi qu'une hausse globale des homicides entre partenaires intimes. Et tu sais, je vérifie les données tous les jours en tant que criminologue. Et ce que nous savons en 2024, c'est que parmi tous les homicides qui ont eu lieu, 20% concernaient des homicides entre partenaires intimes. Donc, cela mérite vraiment notre attention et notre discussion. Absolument. Et quand on regarde cette relation, tumultueuse est le terme que le shérif a utilisé pour la décrire. Dans beaucoup de ces cas, on entend que c'était une relation toxique. Et une chose qui me frappe toujours dans ces situations, vous savez, il y a les bons moments et puis il y a les mauvais moments. Et puis finalement, on en arrive à un point où, et on ne... Je pense que c'est difficile de comprendre comment on en arrive à ce point, comme ce qu'on entend, où il ferait ça devant, vous savez, des enfants de 9 et 12 ans. Et puis il y a leur mère, vous savez, qui crie pour qu'ils appellent le 911, et c'est lui, l'homme qui porte l'uniforme, censé être la personne qui nous protège contre le genre de personne qu'il a fini par devenir. C'est vraiment difficile à concevoir. Mais quand on regarde les relations, et qu'on voit des crimes comme celui-ci, en tant que criminologue, quels sont certains des, je dirais, les constantes que vous voyez dans ces histoires sur la façon dont une relation évolue et en arrive à ce point où il y a cette violence entre partenaires intimes? D'accord. Eh bien, encore une fois, nous comprenons, et bien sûr, nous tous qui sommes en couple reconnaissons que ce n'est peut-être tout simplement pas parfait, mais il y a vraiment une différence nette avec les imperfections qui existent dans les relations. Et il y a généralement une constance et une continuité qui inclut les disputes et, vous savez, des gros mots si vous voulez, le fait de claquer et de casser des objets. Et puis malheureusement, la progression, bien sûr, c'est que la violence verbale devient physique, puis viennent les excuses, puis on revient au cadeau et à essayer de réparer ses torts. Donc, c'est vraiment comme un pendule, Chris, qui oscille dans les deux sens jusqu'à ce qu'une décision soit prise, ou littéralement, vous savez, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Et parfois, cela signifie faire intervenir les autorités et en fait documenter les circonstances auprès de la police. Et maintenant, on appuie sur le bouton pause et on met l'astérisque. Mais que se passe-t-il lorsque la police, n'est-ce pas, est l'agresseur ou est impliquée dans la violence? Donc, c'est vraiment une ligne délicate, mais il n'y a certainement aucun blâme à porter sur les victimes. Nous comprenons l'ampleur des émotions. Et quand les gens aiment profondément, c'est-à-dire potentiellement le shérif adjoint Savitz, il y a aussi cette ligne en psychologie légale selon laquelle ils peuvent aussi haïr profondément. Et quand nous avons un pic d'émotion et que les individus sont littéralement en train de perdre le contrôle et de s'effondrer, c'est alors que l'impensable se produit. Et c'est tout simplement au-delà de ce que quiconque pourrait croire que cela ait pu arriver dans une communauté paisible. Cette merveilleuse mère de fille, le shérif adjoint lui-même était quelqu'un de respecté et apprécié par les autres membres de la communauté. Jusqu'à ce que, et le shérif l'a dit, vous savez, une fois que ces actes sont commis, le titre et le chapeau de shérif adjoint, si vous voulez, sont retirés. Et maintenant, c'est un criminel vicieux et violent pour avoir fait cela. C'est ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit se souvenir de lui. Parce que faire ça devant, vous savez, deux filles, et à n'importe quel moment, vous savez, il aurait pu faire demi-tour. Il aurait pu arrêter ça. Vous savez, c'est intéressant. Ils ont souligné qu'il était dans une voiture de location. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous voyez, je ne sais pas si lui, comme, vous savez, il traversait une période difficile, ou si sa voiture était au garage, ou s'il y avait quelque chose de plus. Que ce n'était pas juste un « Hé, je suis là pour récupérer ma télévision ». Tous ces sentiments de colère sont revenus, et puis ça a dégénéré. Je me retrouve dans une situation dont je ne peux pas sortir. Et malheureusement, ça se termine comme ça. Ou alors, s'il y avait quelque chose de plus. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie de l'histoire? Le fait qu'ils aient simplement souligné ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à en déduire? Je pense qu'il y a potentiellement quelque chose, oui. Vous savez, pour moi, tout a un message et une signification. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'on le saura un jour? Je pense qu'il est possible qu'il se soit présenté avec la voiture de location, peut-être parce que comme ça, ce ne serait pas quelque chose, disons, d'évident pour les voisins ou pour notre victime ou pour les filles. Donc, encore une fois, la partie que nous ne connaissons pas, et peut-être qu'elle sera révélée au fur et à mesure que l'enquête avance, mais avait-il vraiment l'intention que cela se produise? Il aurait su, vous savez, le shérif a même dit, quelle journée magnifique ont passé les petites filles et la mère, et elles ont passé la journée à la plage, et un moment tellement merveilleux ensemble.
passer du rêve, si vous voulez, au cauchemar maintenant. Donc, je pense que potentiellement, la voiture de location faisait presque partie du déguisement, certainement pas en arrivant dans la voiture de patrouille de l'adjoint du shérif, ni nécessairement dans son propre véhicule. Oui, c'est intéressant. Et nous verrons, vous savez, quelles autres informations sortiront à ce sujet, vous savez, de son dossier personnel. Y avait-il des signaux d'alerte concernant sa santé mentale et sa façon d'agir? Certainement très différent de la personne qu'il était, je crois que c'était en 2014-2015. Il se retrouve à, vous savez, et l'ironie est un mot difficile à utiliser dans cette histoire, mais c'est bien le cas ici, puisqu'il a déjà empêché quelqu'un de se suicider en sautant d'un pont. Et puis, nous voilà une décennie plus tard, et ce héros appartient désormais au passé, vu ce qu'il a fini par faire. Je pense aussi à cette relation, parce que lorsque le shérif l'a qualifiée de tumultueuse, vous savez, il y avait ce va-et-vient. Nous ne connaîtrons jamais tous les détails, mais nous savons certainement assez pour dire que ce n'était pas bon. Il semble que Mandy ait réussi à partir. Mandy a fait ce que tant de personnes victimes de violences conjugales. Vous savez, et ce n'est pas pour blâmer la victime, mais beaucoup restent et espèrent que les choses vont s'améliorer. Il semble qu'elle soit partie parce qu'il revenait chercher sa télévision. Et pourtant, vous savez, qu'est-ce qui aurait vraiment pu la protéger de l'adjoint du shérif Savitz? Et je ne dis pas adjoint du shérif parce qu'il finit, vous savez. Ce n'est pas comme si les forces de l'ordre l'avaient empêché d'être protégé. Je veux juste dire que, vous savez, il était toujours en liberté. Et dans ces cas-là, à quelle fréquence voyez-vous que ce n'est pas la personne coincée dans la relation, c'est en fait la personne qui a eu le courage de partir? Et pourtant, elle ne trouve toujours pas cette protection au final. Oui, c'est vraiment un excellent point à soulever. Et nous savons, Chris, que dans ces moments-là, c'est presque comme le parcours, le cheminement de la relation, le point de départ, le moment où ça devient tumultueux. Et puis le courage, vous voyez, j'espère et je pense que les gens se souviendront de Mandy comme d'une femme très courageuse, une protectrice pour ses filles. Mais nous savons statistiquement et malheureusement, tragiquement, que c'est parfois vers la fin de la relation que le plus de violence risque de survenir. Et nous le voyons ici. Mais vous savez, encore une fois, nous ne voulons pas blâmer la victime parce qu'elle a fait ce qu'il fallait. Mais nous devons nous assurer que les téléspectateurs soient bien informés des différentes ressources également. Vous savez, toute la question du suicide, n'est-ce pas? Nous avons une ligne d'assistance nationale, le 988. Et nous espérons que si quelqu'un traverse ce genre de pensée autodestructrice, il demandera de l'aide ou s'il connaît d'autres personnes concernées. Et puis nous avons aussi, Chris, comme tu le sais, la ligne nationale contre la violence domestique. Donc cela aussi est extrêmement important. 1-800-799 et les lettres SAFE, S-A-F-E, ce qui correspond à 7233. Et encore une fois, ce sont les ressources disponibles pour que d'autres puissent avoir le courage de prendre ces décisions difficiles, mais qui, au final, nous l'espérons, seront des décisions qui sauvent des vies. Oui. Et vous savez, dans ce cas, elle a certainement mis ses enfants à l'abri du danger, vous savez, de l'adjoint du shérif Savitz quand il est arrivé, et que la situation a dégénéré à un niveau aussi terrible et mortel. Docteur Deby, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law & Crime. Merci d'être avec nous. Merci Chris, c'est un plaisir. C'est tout pour cette affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.